Le changement climatique transforme les écosystèmes de notre planète. Incendies, inondations, érosion, canicules sont quelques-uns des effets observés à travers le monde et ils sont en passe de s'intensifier. Je m'appelle Anne Kéméré, je suis une navigatrice bretonne, une voyageuse de l'extrême. Mes aventures en mer comme à terre m'ont permis de me confronter à une nature puissante, authentique et parfois déroutante. J'ai aucune idée du jour qu'on peut être. Elles m'ont aussi ouvert les yeux sur les réalités du changement climatique et surtout son impact sur les populations. Pour répondre à ces bouleversements, des femmes et des hommes se mobilisent à travers le monde et des initiatives toujours plus ambitieuses émergent. C'est en Amérique du Sud que j'ai décidé de partir à la rencontre de celles et ceux qui refusent cette fatalité et s'organisent face au climat. Le Chili s'étend sur 4300 km le long de l'océan Pacifique entre le désert d'Atacama au nord et le Cap Horn au sud. Le centre et plus particulièrement les régions de Santiago et de Valparaiso sont les plus peuplées car le climat méditerranéen y était jusqu'à présent idéal pour les activités de production. Mais depuis une dizaine d'années, une sécheresse sans précédent a entraîné une pénurie d'eau inquiétante qui est d'ailleurs devenue un sujet national de sécurité. Pour mieux comprendre les enjeux de cette méga sécheresse, je suis allée à la rencontre de celles et ceux qui, aujourd'hui, doivent faire face à cette nouvelle réalité. C'est dans la région de Petorca, à l'entrée du désert d'Atacama, que je commence mon voyage. Ici, le déficit de précipitations est parmi les plus élevés du pays. Face à une sécheresse qui s'aggrave depuis une quinzaine d'années, cette région essentiellement agricole se vide peu à peu et devient malgré elle un symbole des effets du changement climatique. L'homme que je viens rencontrer s'appelle Raimundo Prado. Il est éleveur de bétail installé depuis plusieurs générations à Petorca. Lui a décidé de rester malgré les difficultés de plus en plus importantes. Hola. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Raimundo, ça va? Bien, très bien. Ah, de veras. Tu vas bien? Bien, bien, oui. Ah, ¿dónde estamos? Où sommes-nous? Nous nous trouvons à Chincolco, dans la commune de Petorca, 5e région. Une toute petite ville de 3000 habitants et qui comptait environ 11 000 hectares de terres irriguées. Aujourd'hui, avec un peu de chance, je pense qu'il reste 100 hectares. Quand j'étais petit, jusqu'à l'âge de 7 ans, et que je vivais à la campagne, il y avait 2 années très bonnes, 2 années très mauvaises, et 6 années moyennes. Aujourd'hui, nous vivons une très longue période de sécheresse depuis 20 ans. Certaines années, il tombe à peine 5-15 mm d'eau, ce qui n'apporte rien à la terre. On a l'illusion qu'il a plu, le sol a été mouillé, mais en 2 jours, c'est sec. Ici, c'est ta ferme. Oui, ici, nous avons une partie de l'élevage. On va aller faire un tour pour voir le bétail. Le gros problème ici, c'est la rareté de l'eau. Et ça fait diminuer l'élevage dans toute la région. Ça ne concerne pas seulement ma ferme, mais tous les petits propriétaires. Quel impact cette sécheresse a sur les animaux? C'est impressionnant. Je me souviens, mon grand-père pouvait vendre des bouvillons de 700 kilos parce qu'il y avait beaucoup de luzerne, beaucoup d'herbes, ce dont les bêtes ont besoin pour s'engraisser. Aujourd'hui, nous vendons des animaux de 300 kilos. Beaucoup de veaux souffrent de rachitisme. Ah oui? Oui, bien sûr, manque de nourriture. L'agriculture est la principale utilisatrice d'eau, avec près de 70% des quantités consommées dans le pays.
Les conséquences de la sécheresse sont lourdes. Le manque d'eau a provoqué de nombreuses faillites et fait fuir les agriculteurs vers le sud, région encore épargnée. Ils deviennent ainsi des réfugiés climatiques dans leur propre pays. Maintenir son activité est presque un acte de résistance. Ça, ce sont les montagnes qui étaient si verdoyantes quand tu étais plus jeune. Oui, quand j'étais jeune, il y a de nombreuses années, il y avait un canal d'irrigation là-haut. Tout était arrosé et il y avait de l'herbe pour les animaux. Il y avait du maquis, des arbres plus grands. Il y avait aussi plus d'eau pour les oiseaux et les animaux sauvages. Mais aujourd'hui, regarde, toutes ces collines autour de nous. Nous sommes entourés de terres où la sécheresse est très perceptible. Comme il n'y a plus d'animaux, l'herbe n'est pas tondue. Et ça favorise les incendies qui se rajoutent au cercle vicieux, sécheresse plus incendie. Beaucoup sont dus au fait que l'herbe sèche prend feu avec n'importe quoi. Et les effets de la sécheresse avec ceux du feu sont mortels. Donc aujourd'hui, c'est extrêmement difficile dans cette région d'être éleveur. Il n'y a pas de comparaison possible avec l'Argentine, le Brésil, le nord de la Bolivie, avec aucun autre pays d'élevage. Ici, il pleut très peu sur une courte période de l'année. C'est très difficile. Si vous le faites, c'est parce que vous avez vu votre grand-père, votre père le faire. Mais c'est très compliqué d'élever du bétail dans cette région. Je me trouve dans la région la plus asséchée, la plus désertique du centre du Chili. C'est une sensation assez étrange de me dire que je marche au beau milieu d'un fleuve, de ce qui a été un fleuve, le Rio Petorca, et qui a totalement disparu il y a une quinzaine d'années, avec un faible espoir de jamais revoir de l'eau ici. Dans la province de Petorca, les 2 principaux fleuves ont même été déclarés asséchés par les autorités. Si 1 ou 2 années de sécheresse sont récurrentes dans le Chili central, la durée et l'intensité de celle qui sévit depuis 2010 est un phénomène inédit. On l'appelle méga-sécheresse. Parce qu'elle s'étend progressivement, le gouvernement chilien en a fait une priorité nationale et stratégique. À Santiago, la station météorologique Quinta Normal est la plus ancienne du pays et a la lourde tâche de mesurer l'évolution des températures et du climat à travers un pays qui fait plus de 4000 km de long. Face à cette réalité complexe, le gouvernement chilien a créé un service dédié au changement climatique que dirige Claudia Villarroel, météorologue. J'imagine que le département du changement climatique n'existe que depuis peu de temps. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu un vrai constat de ce changement ici au Chili ? Nous étions préoccupés par la hausse des températures qui s'est accélérée au fil du temps. En fait, cette année, l'année qui vient de s'écouler en 2024, a été la 2e plus chaude. 2023 a été l'une des plus chaudes, et ainsi de suite. Au cours des 10 dernières années, 9 ont été beaucoup plus chaudes que la normale. Le pays avait besoin de comprendre l'évolution afin d'identifier les zones les plus vulnérables et les plus sujettes aux variables météorologiques. Nous avons pu identifier qu'il y a une diminution des précipitations de 20% par décennie. Et cela représente beaucoup d'eau, surtout dans les territoires vulnérables qui ont besoin d'eau en hiver. Comme ici, par exemple, dans la région de Santiago. Au cœur de ce bâtiment se trouve ce que Claudia considère comme un trésor et un élément clé pour comprendre les changements du climat. Nous voici dans les archives météorologiques nationales. Les archives. On y trouve beaucoup d'informations sur différents endroits du Chili. Parfois très anciennes. Ici, les livres enregistrés les plus anciens datent de 1900-1908. Ici, toutes les données conservées sont numérisées. Elles sont disponibles sur support numérique également. C'est l'une des missions de la direction météorologique chilienne, préserver l'information météorologique nationale.
Ce livre donne les informations météorologiques de Santiago. On y retrouve les années 1914 à 1921. Voyons quelle était la météo, un jour comme aujourd'hui, le 8 avril, il y a 100 ans. Nous pouvons lire que le 8 avril, la température maximum a atteint 25,6 degrés et la température minimale était de 4,6 degrés. C'est plus froid qu'aujourd'hui. En revanche, au maximum aujourd'hui, elle atteindrait environ 26 degrés. Donc le maximum reste identique. Et ce livre nous dit aussi que le temps était nuageux. Il y avait plusieurs types de nuages, très peu de vent, presque rien. Voilà les conditions du jour, il y a 100 ans. C'est l'information la plus précieuse que nous ayons, car nous n'obtenons rien d'intéressant des nombreuses stations météorologiques si elles ne mesurent que la température d'aujourd'hui. Ce que nous avons besoin de savoir, c'est comment c'était dans le passé et comment le climat va évoluer dans le futur. Est-ce que 100 ans, c'est suffisant pour se rendre compte d'un changement et est-ce que vous voyez quelque chose à travers ces années ? Au cours de ces 100 ans, il y a une augmentation constante, voire presque exponentielle, surtout de la température. Avec 7 millions d'habitants, Santiago accueille un tiers de la population du Chili. Le climat y est passé de semi-aride à aride, avec certains mois sans aucune précipitation. En 2021, la ville a même connu son hiver le plus sec depuis 20 ans, avec un déficit pluviométrique de 70%. La perception de ces changements n'est pas toujours la même entre les villes et les campagnes. Sébastien Vicuña, chercheur à l'Université catholique du Chili, le constate tous les jours. Diriez-vous que le changement climatique est vraiment un problème ici au Chili ? Oh oui. Oui, c'est un problème important à bien des égards. Le plus essentiel, je pense, est lié à l'eau, à la disponibilité et à la pénurie d'eau. Nous avons eu une mauvaise combinaison. Moins d'eau disponible, moins de précipitations, moins de débit fluvial, mais aussi une augmentation de la demande d'eau. Parce que le pays se développe et les besoins pour satisfaire cette croissance augmentent également. Diriez-vous qu'au cours de cette dernière décennie, ces 15 dernières années, les gens ont pris conscience de ce qui se passe et souhaitent s'impliquer davantage pour s'adapter ? Dans les villes, comme là où nous sommes maintenant, le changement a été très lent. Ici, les gens n'ont pratiquement pas eu de problème d'approvisionnement en eau, même pendant ces 15 années de sécheresse, parce que les compagnies d'eau privées ont su faire face, dans une certaine mesure, à ce manque d'eau. Notamment en transférant l'eau du secteur agricole vers les villes. Ainsi, les habitants des villes sont isolés du problème. Mais si vous allez à l'extérieur, dans les zones rurales, vous voyez beaucoup d'impacts. Les communautés, souvent petites, n'ont pas l'infrastructure ni les ressources nécessaires pour mettre en place des mesures d'adaptation. Elles utilisent généralement les eaux souterraines pour leur approvisionnement. Mais leurs niveaux ont chuté de manière spectaculaire. Beaucoup de ces communautés se sont retrouvées sans eau et doivent compter pour leur approvisionnement sur des camions apportant de l'eau venant de beaucoup plus loin, ce qui est très peu pratique. Et puis vous avez tous les agriculteurs à différents niveaux. Vous avez des grandes fermes, des petites exploitations, mais comme ils dépendent tous de l'eau comme ressource de base, ils voient clairement l'impact et voient le changement. Et certains, ceux qui ont les moyens, réagissent. Ils commencent à creuser des puits de plus en plus profonds. Il y a des gens qui ont fondamentalement changé leur mode de vie, déménagé ou changé d'activité économique. Les exploitations agricoles se déplacent aussi à cause de cela. En contrepartie, dans les grandes villes, nous n'en voyons pas l'effet ou nous ne le ressentons pas du moins.
Nous le savons, nous voyons bien qu'il y a moins de pluie, mais l'eau coule toujours dans la salle de bain. Le Chili vit à la fois sa pire sécheresse depuis plus de 700 ans, avec des précipitations de plus en plus rares et une augmentation des températures inédite. Mais cette crise climatique est aggravée par la Constitution qui considère l'eau comme une marchandise. C'est l'un des rares pays au monde à avoir totalement privatisé son eau. Depuis 1980, l'eau peut être possédée et vendue comme un bien privé. Certaines entreprises ou particuliers peuvent détenir des droits exclusifs d'usage de l'eau, souvent à des fins agricoles ou industrielles. Cette situation crée des inégalités d'accès à ce bien vital, surtout en période de sécheresse. Ma prochaine étape se trouve dans l'une des zones les plus touchées. Je vais rencontrer Javiera et son père pour mieux comprendre la façon dont la population vit cette réalité. Tous deux habitent dans un lotissement proche de Valparaiso. Face au manque d'eau récurrent, ils ont appris à gérer au quotidien ce que l'on commence à appeler l'or bleu. Hola, Bonjour. pasa. Bienvenue, entre. Oui, entre. Il y a une particularité ici qui est la gestion de l'eau pour chacune des maisons. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, Javi ou Patricio, comment ça fonctionne exactement ? Il y a environ 25 ans, la communauté a décidé d'acheter les droits d'eau à la Direction générale de l'eau afin de pouvoir utiliser nos eaux souterraines. À cet endroit, des puits ont été forés. Nous avons obtenu un bon débit d'eau, alors une usine d'extraction a été construite. Mais comme il s'agit d'un système entièrement privé, nous fixons et régulons la quantité d'eau que chaque parcelle peut utiliser. Et nous réglementons le prix de l'eau car nous sommes libres de tout réguler nous-mêmes. Le marché libre. Depuis que vous habitez ici, est-ce qu'il y a eu des moments d'inquiétude, de vous dire que peut-être l'eau allait disparaître ou en tout cas allait venir à manquer ? Ici, dans la copropriété, on parlait d'un plan B à avoir au cas où le niveau de la nappe phréatique commencerait à baisser. Il ne pleuvait pas, il ne pleuvait toujours pas, toute la forêt autour commençait à s'assécher. C'était une indication que les nappes phréatiques arrivaient à un niveau critique. Et logiquement, il était recommandé d'économiser l'eau et bien sûr de ne pas arroser les jardins, de ne garder que des plantes indigènes, de ne pas remplir les piscines, etc. Bien sûr, mais c'est toujours l'incertitude de ce que sera l'hiver prochain. Et nous allons devoir nous poser à nouveau la question, qu'est-ce qu'on fait ? On achète des réservoirs ou on prend l'eau venant des camions-citernes ? Vous parlez des camions-citernes. L'eau des camions-citernes, elle vient d'où exactement ? Personne ne sait. Ça peut venir, on ne sait pas, peut-être d'une rivière, mais quelle est la qualité de l'eau de la rivière ? Ou alors d'une nappe illégale ? On ne sait pas. Est-ce que vous vous souvenez avoir vécu des moments de sécheresse aussi importants dans votre jeunesse ou quand vous étiez enfant ? J'ai 82 ans. Ok. 82. Et je ne me souviens pas d'une période de sécheresse aussi intense que ça. Les générations d'aujourd'hui ne savent pas ce qu'est la pluie. Ils sont habitués à ce qu'il ne pleuve pas. Alors les gens ont normalisé le fait qu'il ne pleuve pas. Les jeunes ont grandi sans pluie. Maintenant que tu as conscience des problèmes de sécheresse, est-ce que tu penses que tu pourrais repartir de cette région pour retourner en ville où tout est plus facile ? Je me dis qu'à un moment donné, je vais partir d'ici. Parce que mes parents ne seront plus là, mais aussi parce que ça va devenir une vie très difficile. Sèche, chère, le problème de l'eau va devenir constant et très critique. Et je n'avais jamais pensé avant que, finalement, ma vie future serait liée à la recherche de l'eau.
en fonction de l'eau, à la recherche d'un endroit où il y a de l'eau. Cette crise hydrique sans précédent a des répercussions multiples sur l'ensemble du Chili. Face à la hausse des températures, le compte à rebours est lancé. À tous les niveaux, les Chiliens commencent à agir avant que le phénomène ne s'étende à tout le pays et impacte les villes. L'eau est devenue un trésor qu'il faut protéger à tout prix. Depuis quelques années, un collectif de bénévoles surveille l'un des principaux fleuves qui alimentent Santiago en eau potable et irrigue les terres agricoles. Chaque premier dimanche du mois, ils accompagnent les scientifiques. C'est au bord du fleuve Maipo que je vais retrouver Zoé Fleming, coordinatrice du projet Voluntarios por el Agua. Donc il y a 2 groupes avec 2 missions différentes. Quelle est la mission que tu leur as confiée ? Ils vont mesurer divers types de paramètres physico-chimiques. Ils mesurent le pH, D'accord, la température de l'eau, d'accord. sa conductivité, la salinité, les solides dissous et potentiellement la réduction de l'oxydation, un paramètre lié à l'oxygène. Et je peux faire quelque chose pour vous aider ? Oui, nous pouvons mesurer. Nous avons des tests papier que nous pouvons faire. Je peux t'apprendre à mesurer avec. Et ça, vous le faites une fois par mois ? Oui, une fois par mois. On prend les mesures tous les premiers dimanches du mois. Comme ça, nous avons un rendez-vous à 10h du matin. Voilà le test. On va aller dans une zone pas trop rapide. Donc quelque part dans l'eau, et tu le plongeras pendant 2 secondes. 2 secondes. Oui, 2 secondes. Ok. Allons-y. 1, 2. Secoue-le un peu. Alors on le pose comme ça et Donc, ainsi on peut mesurer les 4 premières mesures immédiatement. donc celle-ci, nul, Pas de chlore, nul. pas de chlore total, comme on s'y Et attendait. ici, c'est le total de quoi ? La dureté. Et puis ici on peut lire le nitrate, qu'on ne s'attend pas à avoir. Aucun et aucun. Oui, voilà le test. Bien. Qu'est-ce que vous faites de ces résultats ? Chaque dimanche qu'on mesure, on inscrit les résultats dans un livret et on saisit les informations dans une base de données. Les mesures faites ici alimentent une base de données utilisée par les scientifiques dans le cadre de la surveillance de l'état de ces rivières. Elles permettront d'anticiper les pénuries et de mieux évaluer les impacts du climat. En venant ici tous les mois, ces bénévoles jouent un rôle essentiel pour détecter le moindre changement. Ce n'est plus uniquement l'affaire des scientifiques, mais bien l'affaire de tous. Les enfants viennent prendre les mesures parce qu'ils se sentent responsables. C'est important de montrer l'exemple, plus que de savoir pourquoi vous faites ce que vous faites. L'éducation ? Je le fais intuitivement. Si vous me posez des questions sur la dureté de l'eau, elle est forte. Mais est-ce que je comprends vraiment ce que c'est la dureté de l'eau? Non, Est-ce que ça m'intéresse vraiment? bien sûr que non. Je ne suis pas un scientifique, mais je sais que c'est important pour d'autres personnes. Je le fais par respect pour le groupe. Il y a beaucoup de gens de Santiago qui nous suivent et qui sont intéressés. Ces personnes viennent mesurer ici dans les montagnes et ils se forment sur l'importance de la montagne pour Santiago. Parce que sans ces montagnes et ces glaciers, il n'y aurait pas d'eau pour les 7 millions de personnes en contrebas. Alors comment leur faire comprendre que cette eau coule pour l'instant en continu, mais qu'elle change en raison des températures, des conditions météorologiques, de beaucoup d'autres choses car les glaciers fondent. Nous n'avons pas beaucoup de neige chaque hiver, les glaciers risquent de fondre davantage. Aujourd'hui, on prend conscience que cette rivière que nous voyons là ne sera peut-être plus là demain. Car cela s'est déjà produit. Nous avons déjà connu d'autres estuaires qui se sont asséchés et sont morts. Ce sont des choses qui peuvent arriver en 1 minute et nous devons en avoir conscience. Surtout dans notre façon de prendre soin de ce que nous avons. Et si cela prend fin, quelles sont les causes? Pourquoi l'eau change de couleur? Pourquoi les sédiments sont différents? Pourquoi est-ce que je trouve maintenant des minéraux que je ne trouvais pas auparavant? Qu'en est-il de la fonte du glacier? À quelle vitesse va-t-elle? Si je n'ai pas la réponse, comment puis-je me préparer? Si je sais que la fonte est rapide, je me prépare plus vite. Mais les gens à Santiago, malheureusement, sont tellement occupés qu'ils n'ont pas le temps de se poser ces questions.
Et où va-t-on? Nous allons donc refaire la photo du point de vue où on voit les deux rivières, la végétation, s'il y a de la neige ou non. Chaque mois, on prend une photo pour comparer, pour voir la couleur de l'eau. Cela nous permet de comparer les différentes observations que nous avons d'un mois à l'autre. Alors je vais toujours au même endroit et je compare avec la photo que j'ai prise le mois dernier. Tu penses que c'est bon? Alors je cadre le volcan et voilà. Partout dans le pays, les exemples d'engagement sont de plus en plus nombreux. Mais au-delà d'être des lanceurs d'alerte, beaucoup cherchent de véritables solutions face à une situation qui devient de plus en plus dramatique. En février 2024, des incendies ont éclaté un peu partout dans la région de Valparaiso, en bord de mer et sur les collines. Des quartiers entiers ont été détruits et plus de 130 personnes ont perdu la vie dans ce qui a été l'incendie le plus meurtrier de son histoire récente. Déjà ravagé à plusieurs reprises, le plus grand jardin botanique du pays, situé à 120 km au nord-est de Santiago, a perdu cette fois-ci 90% de sa superficie. Face à un phénomène récurrent qui touche l'ensemble du pays, le directeur du parc, Alejandro Perano, a décidé de faire de ce lieu un laboratoire de lutte contre ce bouleversement climatique. Hola. Bonjour. Bonjour Anne. Bonjour Alejandro. Enchanté. Entre ce que je vois derrière moi et ce que je vois derrière toi, on n'a pas du tout la même végétation et on a quand même l'impression qu'il y a eu un problème, dans une partie du parc en tout cas. Le problème de l'année dernière, en 2024, c'est que ça a brûlé, complètement brûlé. Avant l'incendie, cette zone, qui est la partie ouest, était encore couverte d'eucalyptus. L'eucalyptus est très avide d'eau, c'est une bombe à eau. Et aujourd'hui, avec le changement climatique, nous avons besoin d'espèces mieux adaptées à ce problème. Donc petit à petit, nous devons les remplacer. Depuis un an, Alejandro remplace peu à peu les espèces implantées trop consommatrices d'eau par des espèces indigènes qui supportent mieux la sécheresse et puisent moins dans les nappes. Il a mis en place un vaste programme de replantation dans les zones les plus sèches. Pour lui, il serait possible d'économiser l'eau, faire que ces feux soient moins fréquents et freiner la progression du désert qui semble pourtant inéluctable. Ce sont des changements lents. Je pense que le fait que nous en prenions conscience nous permet de faire un peu la guerre à tout cela. Nous plantons des espèces qui correspondent au climat de la forêt indigène, comme des sclérophyles. L'idée est de créer un bouclier pour empêcher l'avancée du désert. Notre travail dans ce jardin botanique est de planter ce qui nous semble important. Si on a besoin de 600 plantes par hectare, nous en plantons 1000 pour faire bloc. Et nous communiquons pour ne pas être les seuls dans la région, pour que d'autres copient ce que le jardin botanique met en place pour faire la guerre au changement climatique et à l'avancée du désert. À titre un peu plus personnel, quel est ton regard aujourd'hui sur ce changement climatique que subit le Chili? Est-ce que tu as des inquiétudes? Est-ce que tu as de l'espoir? Le gros problème, c'est que nous ne réagissons pas et nous finissons par être les victimes. Nous nous protégeons, mais nous allons finir dans un trou si on continue comme ça. Au lieu de réagir et de chercher à nous améliorer, nous nous adaptons simplement à ce qui nous accable. Ça me fait mal, parce que nous avons arrêté de nous battre. Dans le jardin, nous avons toujours gardé une attitude positive, en pensant que les choses vont s'améliorer. Mais si les gens ne se joignent pas à nous et continuent plutôt à s'adapter à la dégradation, alors nous n'irons pas très loin. Chacun de nous doit faire sa part. Je pense que c'est le plus important. Alejandro sait que ce n'est qu'un début. Mais cette prise de conscience qu'il faut agir sans attendre se retrouve partout dans le pays, même dans les régions impactées depuis longtemps. Dans le nord du Chili, là où le désert a tout envahi, où les villages sont menacés de disparition à brève échéance, certains ont décidé de ne pas subir cette situation. Je roule sur une route où autour de moi le paysage est désertique, aride. C'est une région où il n'y a pas eu d'eau depuis plus d'une vingtaine d'années. Et je me rends dans un lieu
au nom très poétique, puisque ça s'appelle le l'attrape-nuage. C'est un projet qui a été mis en place par une fondation il y a quelques années et qui devrait permettre de résoudre une partie des difficultés ici à trouver de l'eau. Et je suis assez curieuse de voir à quoi ça peut ressembler que cet attrape-nuage. Bonjour Daniel. Bonjour. Bonjour. Quelle est la particularité de ce lieu? Derrière moi, il y a les attrape-brouillards. Les attrape-brouillards sont ces mailles qui captent l'eau et nous aident à atténuer les effets du changement climatique dans notre communauté. Et comment ça fonctionne? On se trouve près de la mer, et de la mer viennent le brouillard, les nuages. Le vent les pousse à travers ces mailles qui vont récupérer les gouttelettes et les faire tomber dans une gouttière. Elles vont ensuite s'accumuler dans un réservoir. Il s'agit d'une invention chilienne créée par un professeur dans les années 60. Ce projet va avoir 20 ans dans la communauté agricole de la Peña Blanca. Peña Blanca était un endroit où l'on cultivait beaucoup de blé, environ 3500 hectares. Aujourd'hui, toute cette terre est devenue désertique. Et ici, c'est le seul endroit avec de la végétation qui reste encore dans la communauté. Ce qui paraît très intéressant dans ce projet, c'est que ça ne nécessite pas une haute technologie. Ça paraît relativement simple, ce qui veut dire que ça doit aussi avoir un coût qui n'est pas aussi important que d'autres grosses installations. Si un panneau se casse, il est facile de le changer. Oui. Ce n'est pas de la grande technologie, mais ils ont résisté au fil du temps et tiennent depuis longtemps. Ils ne nécessitent pas un entretien régulier. Oui. Ils sont efficaces. Et donc, ce projet, c'est quelque chose qui fonctionne à 100%. Il s'agit du projet le plus ancien du Chili. Les capteurs de brouillard nous fournissent environ 600 000 litres d'eau par an récoltés ici, à Peña Blanca. C'est une importante quantité d'eau que nous n'avions pas auparavant et que nous obtenons grâce aux attrape-brouillards. Elle sert à la fois pour irriguer la végétation de cet endroit, reboiser avec des espèces indigènes et aussi pour donner à boire aux animaux. Oui. Aujourd'hui, nous avons également un projet de mise en bouteille de l'eau de brouillard. Il y a aussi un projet unique de fabrication de bière avec l'eau de brouillard. D'accord. En d'autres termes, l'eau récoltée connaît différentes utilisations. Ces attrape-nuages récupèrent l'équivalent de 60 camions-citernes d'eau, ce qui revient à 5 fois moins cher que celle qui provient de l'extérieur. Tu es né ici et tu fais partie des fondateurs de ce projet. Est-ce que tu es fier de voir que ça fonctionne? Et est-ce que ça te redonne un peu d'espoir pour la région, ici? Le changement climatique nous affecte depuis longtemps. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Oui. Il est là depuis 20 ou 30 ans. Les effets ont été drastiques dans les secteurs ruraux. Et j'ai toujours pensé qu'il ne fallait pas attendre que d'autres personnes viennent résoudre nos problèmes. Nous devons commencer à chercher comment nous pouvons contribuer. Peña Blanca était très différente il y a 25 ans. Il y avait plus de population, plus de culture, plus d'enfants. Aujourd'hui, les écoles sont fermées, elles n'ont pas d'élèves. L'exode rural a été énorme. Il faut donc protéger ces endroits où il reste de la végétation. La planète a besoin d'eau, elle a besoin de végétation. Et le peu qu'il nous reste, nous devons nous en occuper. Et c'est une alternative efficace. C'est une eau que nous n'avions pas auparavant et que grâce au brouillard, aujourd'hui nous arrivons à obtenir.
Ce n'est peut-être pas la solution, mais c'est une contribution importante. Désormais, une quarantaine de ces filets géants fonctionnent dans le désert d'Atacama. Ce système, breveté au Chili, a depuis été exporté au Pérou, au Guatemala, en République dominicaine, au Népal, en Namibie ou encore aux îles Canaries. Au-delà du manque d'eau, il existe un problème moins connu, aggravé par le changement climatique, celui de la salinité des nappes souterraines. L'eau, devenue impropre à la consommation humaine et l'agriculture, menace l'équilibre de certaines régions agricoles. Je viens rencontrer Ivan Sola. Ce scientifique travaille en étroite collaboration avec un agriculteur local dans le cadre d'un projet novateur. Hola. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Comment ça va? Anne. Ivo, ravi de te rencontrer. Ravi de vous rencontrer. Donc voilà l'engin révolutionnaire qui permet d'avoir de l'eau ici. C'est une usine de dessalement. Il s'agit d'un système d'osmose inverse qui prend de l'eau du puits, qui est ici. Un puits profond qui fournit l'eau pour irriguer ce champ. Et tout le système est à l'intérieur. On peut aller le voir. Ah, si. C'est un mécanisme de filtrage, via un système de membranes. Voilà la technologie qui permet d'utiliser l'eau du puits, qui contient beaucoup de sel. Le cœur de ce projet est de permettre l'utilisation de toute l'eau disponible dans cette vallée. Et comment se fait-il que les nappes phréatiques souterraines soient salées? Le Chili est une bande étroite qui a une chaîne de montagnes d'un côté et la mer de l'autre. Lorsqu'il y a suffisamment d'eau des montagnes, l'eau douce remplit les nappes phréatiques. Mais quand il n'y en a pas assez, l'eau de mer prend sa place et gagne du terrain. Et c'est ce qui se passe ici. C'est un projet qui a été distribué dans d'autres fermes. Nous le testons au niveau national. Ici, l'usine de dessalement mobile est un projet pionnier qui se concentre sur l'agriculture. C'est le seul qui existe dans le pays. Une fois que le système est mis en place, vous faites des tests? Oui, bien sûr. Nous développons des expériences en ce moment dans le projet avec différentes cultures que nous avons juste à côté. Ah, ok. Le projet mené ici ne s'arrête pas à une simple désalinisation. Il étudie aussi la meilleure façon d'adapter l'agriculture locale à la transformation des nappes et les capacités des cultures à résister au sel. Autour de nous se trouvent les cultures avec les différents traitements d'irrigation. Ici, celle avec le traitement de l'eau dessalée. Là, celle avec un traitement mixte où l'eau dessalée est mélangée avec de l'eau du puits. Enfin, nous avons une culture avec un traitement direct de l'eau du puits saumâtre comme point de comparaison. De quelque part, vous faites des tests entre les différentes salinités de l'eau? Exactement. Nous cherchons ici à comparer les paramètres de croissance et de production et nous prélevons également des échantillons en laboratoire pour évaluer les biomarqueurs de stress salin afin de voir au niveau cellulaire comment la salinité influe sur les différentes cultures. Donc au vu des résultats que vous avez obtenus, est-ce qu'il y a, à ton avis, un début de solution pour s'adapter au changement climatique et à la méga sécheresse qu'il y a ici au centre du Chili? Avec les résultats que nous avons eus, nous pouvons dire, même confirmer, que c'est une solution viable contre le changement climatique. Nous vivons dans un monde où il y a une démographie croissante, où il y a une demande croissante de produits alimentaires, donc l'agriculture joue un rôle très important. L'utilisation de l'eau que permet cette technologie est une solution viable. Et grâce aux résultats que nous avons, on peut encore la développer. Mais en parallèle, il faut aussi comprendre qu'il est nécessaire de continuer d'avancer parce qu'on n'a pas encore assez de données pour évaluer quelles sont les cultures économiquement rentables et celles qui ne le sont pas. Donc, c'est une solution viable, oui, mais il faut trouver quelles sont les solutions économiquement rentables pour les petites et moyennes exploitations. Il y a une différence de goût entre les fraises qui ont grandi avec de l'eau salée et celles qui sont avec de l'eau pure? Tu veux essayer de voir s'il y a une différence? Ah oui, oui. Ok.
Le test de vérité. La première. La première. Et la seconde. Je t'ai pas rendu la tâche facile. Celle-ci est assez acide et celle-ci est un peu plus sucrée. Si. Plus douce. Celle-là, celle qui a le goût le plus sucré, est traitée avec de l'eau dessalée. Et l'autre, avec de l'eau saumâtre. Tu l'as ressenti comme ça? Il s'agit d'eau saumâtre et d'eau dessalée. Excellent. Je vais t'embaucher pour travailler au labo. Tu vas faire partie des testeurs officiels. Super. Jesus Pazès gère l'exploitation avec son père. Il y cultive du quinoa, du maïs, des fraises et des framboises. Sans le projet de Ivan, il aurait mis la clé sous la porte il y a 2 ans déjà. Salut Jesus, comment tu vas? Salut, comment ça va? Tout va bien? Je voudrais comprendre pourquoi le projet de Ivan t'intéresse. Le revenu de notre famille provient à 100% de l'agriculture. Et sans eau, ou avec le peu d'eau que nous avions, de mauvaise qualité en plus, il n'y avait aucun moyen de cultiver la terre. Ce projet était donc un espoir, un pari sur l'avenir pour maintenir nos liens paysans avec cette terre. Donc pour le moment, dans l'histoire qui vous réunit tous les deux, c'est plutôt positif. Oui, bien sûr que ça l'est. Nous avons commencé le projet il y a environ 4 ans et nous sommes également en train de l'étendre et de réfléchir à des alternatives. Pas seulement pour nous, nous en bénéficions déjà, mais pour les agriculteurs de la région, car notre province est la plus touchée par le problème climatique et la sécheresse. C'est la solution pour les familles des agriculteurs, du moins le peu qui reste ici. Parce qu'avec ce problème de pénurie d'eau, il y a une forte migration de la campagne vers la ville et vers d'autres régions. Il y a aussi une question d'identité culturelle, d'enracinement dans notre campagne, dans ce cas ici à Papudo, qui est notre commune. Donc nous sommes vraiment contents en tant qu'agriculteurs et en tant que famille de pouvoir participer à ce projet. Je pense que c'est la meilleure réponse face au changement climatique, qui va être de plus en plus puissant. Est-ce que désormais tu es plus optimiste sur l'avenir ici? Oui, totalement. Et je parle au nom de ma famille et des agriculteurs qui connaissent ce projet. C'est un projet pilote et nous espérons que c'est le début d'une amélioration de nos conditions de vie en tant que paysans et familles d'agriculteurs. Ce que nous recherchons, c'est le bien-être de la famille. C'est pourquoi nous espérons que c'est le début d'un nouvel avenir pour les agriculteurs. Cette usine de désalinisation mobile est un moyen économique de pallier au problème de l'utilisation de l'eau salée dans les exploitations. Elle permet aux agriculteurs de maintenir leurs activités dans la région. Elle est aussi pour moi l'exemple de la capacité de résilience des Chiliens. À travers tout le pays, des solutions à cette crise de l'eau fleurissent et sont partagées. Pour la dernière étape de mon voyage, j'ai rendez-vous avec Macarena et Marco, un couple d'agriculteurs qui fait de l'écogestion un moyen de lutte. Depuis 7 ans, ils prouvent qu'il est possible de survivre dans l'une des régions les plus arides du pays. Hola. Bonjour. Oh, bonjour. Bonjour. Quelle grande joie de t'avoir parmi nous. Bonjour, comment vas-tu? Très bien. Ravi de vous rencontrer. Quelle joie de t'avoir ici. Nous voulons te montrer tout ce que nous avons ici. Alors, allons découvrir tout ça. Oui. Allons-y. Dans le lieu où nous allons, on fait ce qu'on appelle du fourrage vert hydroponique. Nous allons te montrer comment nous nourrissons tous les animaux avec seulement 2 litres d'eau. Seulement 2 litres? Oui, nous pouvons produire 200 kg de fourrage avec seulement 2 litres d'eau par jour. On se trouve dans l'une des zones les plus touchées par la pénurie d'eau. Mais en même temps, cette pénurie nous a appris comment survivre ici. Face au manque d'eau et à l'appauvrissement de la terre, ce couple a acquis un véritable savoir-faire dans les techniques de culture hydroponique. Ici, la plante grandit sur un support en bois sans aucune terre, mais avec un simple apport d'eau minéralisée en très faible quantité.
Ce système leur permet de maîtriser parfaitement l'irrigation et de recycler la moindre goutte d'eau. Ici, nous allons te montrer à quel point le fourrage vert hydroponique est une merveille. Mais la première chose que je veux te montrer, c'est qu'on n'utilise pas de terre. Mets-toi là pour que tu puisses voir que cela n'a rien à voir avec de la terre, mais que c'est fait juste avec de l'eau. Tu vois? Oui. Rien. Et cela ne prend que 6 jours pour être prêt et ne nécessite que 2 litres d'eau par jour. C'est-à-dire que pendant 6 jours, nous n'allons dépenser que 12 litres d'eau pour produire 200 kg de fourrage. Et ces 200 kg de fourrage, ça suffit pour tous les animaux qui sont sur l'exploitation? Cela nous permet d'assurer la nourriture à la fois de notre bétail et de notre propre consommation. J'imagine que vous ne faites pas que du fourrage comme production ici. L'idée est de montrer que non seulement le fourrage vert hydroponique peut nourrir le bétail, mais qu'il remplit également d'autres fonctions. Et je vais te les montrer. Allons-y. Ok. Cela remplit ici non seulement la fonction de nourrir le bétail, mais aujourd'hui, nous l'utilisons également pour le jardin et les arbres fruitiers, car c'est un véritable paillis. Nous l'appelons couverture végétale. C'est super facile. On ouvre ici et on peut planter de tout, nos arbres ou même des légumes. Nous les plantons ici, puis nous les couvrons, empêchant les mauvaises herbes de pousser et garantissant également que l'humidité reste beaucoup plus longtemps. La couverture capte également toute l'humidité de la nuit, la stocke, puis à travers les filaments, elle la fait pénétrer dans le sol. Cela garantit que nous pouvons générer une microvie beaucoup plus saine. Et ce n'est que de l'avoine. Beaucoup pensent que c'est de la peau d'animal, mais c'est juste des racines. Seulement des racines. Ça ressemble beaucoup à presque à une peau d'animal. C'est très très dur. C'est étonnant, hein. Étonnant. Ici, nous avons tout pour pouvoir manger sainement. Tout est bio. On s'est rendu compte de l'importance de la couverture que nous avons vue tout à l'heure. Ce fourrage vert hydroponique. Nous l'avons fait sécher, ce qui nous permet de protéger l'humidité. Regarde la quantité d'eau. Ah oui. Si tu mets directement ta plantation sur le sol, tu vas perdre tout l'excès d'eau. Donc ce qu'on fait grâce à ce support, c'est récupérer une partie de l'eau qu'on utilise pour nos plantations. En arrosant ici, on peut récupérer l'eau pour d'autres plantations et ainsi irriguer de plus en plus. Avec 1 litre ou 2 litres d'eau, nous pouvons être en mesure d'irriguer 3 ou 4 plantations. On a l'habitude de voir des plantes directement dans la terre, alors qu'ici, a priori, c'est plus possible à cause de la sécheresse. Et donc on se retrouve avec des plantes qui sont un peu hors sol et pourtant quand même dans la terre. Donc c'est une espèce de... Là, c'est une vraie adaptation au climat qui est celui que vous avez ici. En fait, c'est super curieux. Tu te rends compte qu'il y a très peu de profondeur. Et pourtant, nous avons récolté des pommes de terre, parce que la pomme de terre, au lieu d'aller en profondeur, elle s'est développée dans toute la longueur. Nous avons réalisé que la plante est beaucoup plus intelligente, beaucoup plus sage que nous. C'est parce que la nature, elle s'adapte et nous a même donné une récolte de pommes de terre dans ces espaces qui sont très très petits et ont très peu de profondeur. Macarena et Marco n'étaient pas agriculteurs. Venus de Santiago, ils sont partis de rien, ont appris, inventé et trouvé jour après jour des solutions pour économiser l'eau de toutes les façons possibles. Aujourd'hui, la liste de ce qu'ils arrivent à produire avec de très faibles quantités d'eau est tellement étonnante que les agriculteurs de la région viennent leur demander conseil. Finalement, ce problème de sécheresse, ça vous a permis d'être très inventif, d'aller chercher des solutions et finalement, vous semblez en avoir trouvé déjà un certain nombre. Nous avons déjà réalisé que sans erreur, oui, il n'y a pas de connaissance. Oui, bien sûr. Nous l'avons appris. Nous avons appris à jouer comme des scientifiques. Aujourd'hui, avec Macarena, je peux dire que nous sommes de grands fous, que nous sommes impatients de livrer ce que nous avons appris au cours de ces 7 années sur cette colline. Nous avons réussi à faire preuve d'une économie circulaire et à un coût très bas.
L'être humain n'agit que quand il y a un problème. Lorsque nous avons tout à portée de main, nous cessons de réfléchir. Je pense que la pénurie d'eau est arrivée dans nos vies avec tristesse. Mais elle nous a aussi permis d'agir et de pouvoir recommencer à créer et innover. Les effets du changement climatique sur la population chilienne sont indéniables. Toutes les personnes rencontrées au cours de mon enquête en ont témoigné. Qu'ils soient agriculteurs, éleveurs ou scientifiques, ancrés ou non dans leur territoire depuis des générations, chacun à sa façon œuvre à la prévention des risques et refuse de subir les méga-sécheresses de plus en plus fréquentes. En développant de nombreuses initiatives, tous espèrent préserver l'avenir des régions déjà touchées et faire du Chili un symbole des capacités extraordinaires d'adaptation de l'homme face aux bouleversements que connaît notre planète.